Bonjour tout le monde! Petite journée grisâtre, mais on a décidé de braver la pluie pour pouvoir vous offrir notre dernier épisode. On est à Denham, au vignoble L'Orpailleur. On va quand même passer une très belle journée. Venez avec moi! Nous voici en compagnie de Charles-Henri. Charles-Henri, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Ce que vous faites ici? Alors moi, Charles-Henri Coussec, je suis copropriétaire du vignoble de l'Orpailleur, le vigneron en fait du vignoble. On a commencé en 82, donc ça fait déjà plusieurs années, ça fait 40 ans. C'est sûr qu'il s'est passé beaucoup de choses en 40 ans. J'imagine. On est passé de certaines expériences à vraiment quelque chose de stable aujourd'hui depuis plusieurs années. On a apprivoisé Dame Nature, on a apprivoisé les terroirs qu'on a ici, les cépages qu'on a ici. Et c'est ce que je te disais, c'est que les vins, vraiment, depuis une dizaine d'années, en général, ont beaucoup évolué. Ça, c'est important là, que le consommateur sache que le vin québécois a acquis de l'expertise, que justement les saisons, puis le réchauffement, etc., permet au moins d'avoir des cépages qui sont qui se tiennent mieux. Oui, tu sais, je te disais aussi tantôt que actuellement, on a les mêmes températures que la Bourgogne, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans. On avait plutôt été à les mêmes températures que la Champagne, la Haute-Champagne. Là, maintenant, on a la même température que la Bourgogne. Même on retrouve de plus en plus de vins rouges au Québec, ce qu'on n'aurait pas cru il y a 40 ans, moi le premier. Vous me disiez justement que vous pensiez jamais faire de vin rouge, puis voilà qu'on en retrouve dans la plupart des tablettes d'épicerie au Québec. Comme quoi, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais dans ma région d'origine, à Avignon, les Romains faisaient du vin il y a 2000 ans. Ici, il n'y a pas eu de Romains, donc on est la première génération. 40 ans, pour un individu, c'est beaucoup. Mais pour l'histoire viticole, c'est pas grand-chose, 40 ans par rapport à, comme tu disais, à bien des pays qui font du vin depuis des décennies. Et je trouve qu'en 40 ans, on a fait des pas de géants. Mais ce qui est le fun, autant il y a 40 ans, si on n'était pas nombreux, il y a 40 ans, on était 4 ou 5 à essayer. Aujourd'hui, on est plus de 180 producteurs au Québec. C'est beau. 180, ça peut paraître beaucoup aussi, mais c'est pas beaucoup par rapport à d'autres pays. Donc pour le Québec, c'est beaucoup, 180 producteurs, mais ça reste quand même une grande famille. Et donc on se donne la possibilité de se rencontrer quelques fois par année. Notamment au mois d'août, on a une grosse rencontre, et là où chacun amène ses vins, on déguste, et chacun échange beaucoup sur ses réussites, mais aussi sur ses mauvais coups, pour les communiquer. Donc justement, le voisin ne fasse pas la même erreur. Donc aujourd'hui, après 40 ans, c'est vraiment beau du partage comme ça. Là. Donc il y a un peu de mentorat maintenant. C'est un genre de mentorat, ça nous fait plaisir de le faire. Ça m'a manqué quand on a commencé, là, les 4 ou 5 qui étions là à l'époque. Aujourd'hui, quand on peut le faire, tout succès nous aide. On a intérêt à avoir que des succès au Québec, donc tout succès nous aide dans ce milieu du vin. Donc voilà. Là, on a parlé un peu de l'histoire et tout ça, mais faire du vin, là, consommateur là, qui achète une bouteille, qui le boit, là, c'est bien beau, mais comment que ça se fait? Ça part de où? Puis, tu sais, les étapes? Bon, d'abord, au départ, ça reste de l'agriculture. Donc c'est important cette notion agricole. Donc on ne plante pas n'importe quel cépage dans n'importe quel terroir. Donc en fonction du type de sol que tu as, ben, il y a des cépages qui vont bien aller, d'autres qui n'iront pas bien. Donc déjà, ça commence vraiment dans le choix de l'implantation du vignoble. Donc bien choisir ton terroir où tu veux planter. Après la vigne, ben, la vigne c'est comme un animal, comme un humain. Si tu lui donnes de l'amour, il va te le rendre. Ouais. Donner de l'amour, j'ai toujours à donner de l'amour à vos vignes, elles vont vous le rendre. Après évidemment, il y a les vendanges, après il y a la vinification. Tout ça, encore une fois, c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Puis, on est un peu comme des artistes. À cépage égal, à terroir égal, les vins peuvent avoir ils sont pas complètement différents, mais ils ont des nuances. Et ces nuances, ben, c'est la signature du vigneron. C'est ce qui fait qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a de la place pour des signatures différentes de partout. Exactement. Tu le vois dans la bière. Dans la bière, il y a beaucoup de microbrasseries, puis oui. chaque microbrasserie a sa signature. Ce pas des recettes de cuisine, encore une fois. Ça, c'est la beauté de ce métier-là. Et moi, ça fait quand même 44 ans que je suis là-dedans. Mais vous gardez quand même une certaine constance à l'Orpailleur. C'est important, ça, je pense. Ah oui. Cette fameuse signature, il ne faut pas la changer tous les ans. Quand tu as obtenu cette signature et que les gens reconnaissent cette signature, c'est de la garder. Ça, c'est important, la constance. Donc, il va y avoir des nuances d'une année à l'autre parce que c'est Dame Nature qui fait qu'une année, c'est plus humide, plus sec, plus chaud, plus froid. Donc, les raisins, au départ, peuvent goûter un peu différents. Donc, le vin, c'est ce qu'on appelle un millésime. Les millésimes peuvent être différents. Et par contre, il faut que le vigneron fasse attention de garder une signature par produit. Une fois que tu trouves ta signature, garde-la. Et puis, la même signature et une constance dans tes produits. Encore une fois, si tu veux chaque année faire un produit un peu flyé, puis laisse cours à ton imagination dans ce produit-là, les gens vont savoir que c'est la cuvée du vigneron, où là, il a salé son imaginaire. Mais par contre, dans le reste des produits, oui, c'est important.
Bien, la constance, dans le fond, on la retrouve sur les tablettes chez les marchands, etc. Oui. Puis là où vous vous amusez un petit peu plus avec votre signature, c'est ici Oui. au vignoble. Oui, parce qu'on a la chance ici de le dire. Tiens, on a un consommateur en face, je lui dis écoutez cette cuvée-là, bon, ben, là, l'année dernière, on a mis tel et tel cépage, on a changé. Bon, on a la chance de le communiquer directement avec lui. Et quand tu sors du vignoble, là, il faut que tu aies une constance, c'est sûr. Fait que dans le fond, c'est un rendez-vous pour nos consommateurs. C'est de venir voir votre signature Oui. sous d'autres noms, d'autres bouteilles. Les gens qui viennent sur nos vignobles, à leur pailleur, notre mission, c'est qu'ils repartent avec des images, avec un message, avec Une histoire aussi. Ce qui va faire qu'après, il va être tenté, justement, dans cette continuité, il va continuer à en racheter puis à retrouver, si possible, la même signature qu'il a eu au vignoble. Puis c'est vraiment tellement beau, là, je me promenais tantôt. Il y a un esprit en rentrant là, de plénitude. Puis là, on se dit, on va déguster vraiment des bons petits vins, puis on va profiter. On voit toute l'histoire, les gens aussi. Moi, je conseille vraiment fortement de venir visiter ici le vignoble L'Orpailleur. Vous allez rencontrer du bon monde. Vous allez déguster des bons produits. Et moi, tantôt, j'ai juste hâte de pouvoir déguster vos bons petits vins. On va faire goûter ça. Le vin, c'est aussi ça. Un matin, tu es tombé du lit, tu te lèves du mauvais pied. Bon, ben, c'est sûr, tu dégustes un vin, tu vas peut-être moins l'apprécier qu'une journée où tout va bien, il fait beau, les oiseaux chantent. Il va juste servir à oublier la journée. Exactement. Le contexte est très important. Mais on est dans une région bucolique, à Denham. On a la chance d'avoir aujourd'hui une concentration de vignobles aussi dans notre région, immédiatement. Il y a plusieurs vignobles. C'était aussi un choix au départ d'essayer de trouver aussi une région bucolique parce qu'on y travaille tous les jours. Je dis ça à mes filles, il n'y a pas une matinée où je suis venu reculer au travail. Peu importe le contexte, peu importe les complications qu'il peut y avoir dans une entreprise et tout. Il n'y a pas un jour, c'est ça, je m'estime à faire partie des privilégiés de ce monde, d'aller toujours au travail de bonne humeur. J'ai 65 ans puis je continue à aller au travail de bonne humeur. J'aime ce que je fais. C'est beau. Là, c'est un défi pour les enfants de travailler avec leurs parents. Donc j'ai 3 filles, il y en a 2 qui ont décidé, ils ont fait autre chose dans la vie. Les gens ont décidé de revenir à la propriété. Bon, pour moi, j'ai été très, très touché, très flatté. C'est un défi pour eux de travailler avec les parents, c'est un défi pour les parents de travailler avec les enfants. Mais j'ai une chance, ça se passe de façon extraordinaire. Ouais. J'ai une bonne communication avec mes filles. Vous devez être fier quand même d'avoir une relève. Je suis très fier. En plus, elle est féminine. Le milieu de l'agriculture, c'est un milieu qui historiquement était très masculin. Même de la génération de mon père et de mon grand-père, tu sais, si tu n'avais pas de garçon, tu n'avais pas de relève. Aujourd'hui, on le voit dans beaucoup de métiers, mais notamment dans le domaine du vin. J'ai toujours été impressionné, mais il y a 40 ans, quand je suis arrivé au Québec, j'ai été impressionné du nombre de sommelières qu'il y avait au Québec. C'était impressionnant. L'ouverture d'esprit au Beaucoup de filles étaient pays. dans le domaine du vin, du service du vin et tout. Et puis depuis, l'agriculture en général s'est beaucoup féminisée, et même dans le monde de la viticulture dans le monde. Même à Paris, maintenant, il y a un concours qui s'appelle les Féminises. Ce ne sont que des vins qui sont faits par des vigneronnes. Fait que, oui, je suis assez fier de ça, de voir que la génération d'après s'intéresse, même s'ils ont vu leurs parents qui ont ramé quelques années, parce qu'il a fallu ramer au début. Puis on crée des belles relations aussi, des relations d'affaires, mais de belles relations. Que ce soit avec des partenaires, des distributeurs, des restaurants, des magasins, on crée de belles relations qui sont autres que superficielles. On apprend encore, même à 65 ans. On découvre, dans le fond, que le consommateur, en venant ici, va pouvoir... C'est un milieu qu'il va pouvoir découvrir, puis peut-être mieux connaître, être mieux éduqué en sortant du vignoble. C'est le bon mot. Tu sais, ce qui est le fun, c'est que c'était pas voulu au départ, mais on a l'impression de participer un peu à l'éducation. Autant, j'ai eu besoin qu'on m'éduque aussi dans ce domaine-là, des vignerons. On a rencontré beaucoup de vignerons dans notre vie, on en rencontre encore. Mais autant aujourd'hui, depuis plusieurs années, on a l'impression de contribuer à l'éducation du consommateur, qui d'ailleurs vient nous poser beaucoup de questions. Tu sais, si on était juste un comptoir de vente au vignoble, ça ne fonctionnerait pas. Non. Les gens viennent poser beaucoup de questions, et ça, c'est ce qui est très motivant. Et vous avez les réponses. Puis on essaie d'avoir les réponses. Ma première journée de vente à l'Orpailleur en 85, au mois de décembre 85, on est en hiver, on est à Denham, c'est loin Denham à l'époque. Il n'y a pas de GPS et tout. Ouais. Puis le premier week-end, j'ai été dépassé par le monde qui est venu ici. Wow. J'avais dû appeler mes voisins pour m'aider, mais je passais mon temps à répondre à des questions et ça n'a jamais arrêté. C'est ce côté un peu éducatif qui est formidable, c'est que les gens viennent chercher de l'information. Avant d'acheter une bouteille de vin, ils veulent savoir ce qu'ils vont mettre dans leur verre. Donc ils veulent comprendre ce qu'ils vont acheter. Ça, c'est le côté passionnant du métier. En tout cas, moi, je vais sortir d'ici, puis je suis beaucoup plus éduqué sur les vins. Charles-Henri, merci beaucoup. Ben, écoute, merci de nous accueillir aujourd'hui, puis de permettre aux gens qui nous écoutent de vous découvrir, qu'ils puissent voir c'est quoi le vignoble L'Orpailleur. Écoute, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, c'est de ne pas hésiter à mettre le Québec dans leur verre, parce qu'il y a vraiment de belles découvertes à faire. Ben, merci encore. Ça fait plaisir.
Nous voici donc avec Laure. Laure, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Orpailleur. Peux-tu un peu dire qui tu es dans l'entreprise? Absolument. Donc, Laure de Coussière, je suis une des 3 filles du vigneron. Je travaille aux communications marketing au vignoble de l'Orpailleur. Moi, je suis revenue à la propriété il y a 5 ans. J'ai travaillé ici quand j'étais jeune. Je suis allée faire mes études à l'extérieur, puis ça fait 5 ans que je suis revenue à temps plein. Fait que tu es revenue à l'amour familial. Ah, je suis très heureuse, oui, vraiment. À mes premiers amours. Ben écoute, merci de nous recevoir dans ce grand environnement-là, boutique, économusée. Donc vraiment, c'est là que vous venez éduquer un peu et conseiller les clients, les consommateurs. C'est ça, on se rejoignait tout à l'heure quand vous parliez de vouloir montrer ce qu'il y a derrière les produits à Oui. vos clients. Bien, nous, c'est ce qu'on fait depuis 43 ans. On a toujours voulu montrer ce qu'on faisait derrière la bouteille pour créer un sentiment d'attachement, pour montrer en fait comment on fait du vin au Québec. Pour nous, c'est super important, fait qu'on investit beaucoup en agrotourisme, à recevoir les gens chez nous, à leur montrer ce qu'on fait, à jaser avec eux. On adore ça. Ah, ça paraît, tu sais, juste quand on est rentré, on pensait que c'était nous qu'on attendait, mais non, c'est vraiment l'accueil de base. Oui. On se croirait dans un hôtel 5 étoiles, là, dans le Vieux-Québec. Moi, je suis contente que tu dises ça, mais oui, on met beaucoup d'attention sur la façon dont on accueille les gens, puis le service qu'on leur donne. Oui, Écoute, on peut faire le tour? absolument, on y va. Parfait. On va aller voir les fûts, la salle des fûts de chêne. OK. Donc, on traverse l'économusée ici où il y a des panneaux d'interprétation un petit peu partout qui expliquent ce que fait l'artisan vigneron en climat nordique. Donc, tout est vraiment expliqué, tout est détaillé. L'histoire aussi, j'ai vu ici qu'on Oui. avait l'histoire détaillée depuis 82. Oui, des étapes marquantes du vignoble. Tout ça pour que le client puisse repartir avec une bonne idée de ce qui se passe 12 mois par année sur le vignoble. Puis, est-ce qu'on peut faire juste un petit arrêt? J'ai vu les 4 fondateurs. Oui, Est-ce qu'on peut juste me Absolument. dire qui c'est? en fait, ce sont les 4 mêmes depuis 43 ans qu'on voit ici. Donc, l'idéateur, c'est Hervé Durand, qui a une propriété dans le sud de la France qui est en vente à la SAQ. C'est un vin qui s'appelle le Château des Tourelles. OK. Et c'était le voisin en France de mon père, Charles-Henri. Et il a eu l'idée de partir un vignoble dans un autre pays, en fait, parce qu'en France, on ne fait pas beaucoup d'agrotourisme. Donc, il avait le goût de vivre l'agrotourisme. Il s'est dit, pourquoi pas au Québec? Il n'y a pas d'histoire viticole encore. On écrirait l'histoire. Et mon père, évidemment, est embarqué dans le projet. Puis ensuite, il y a eu une chicane de clôture quand ils ont trouvé la propriété ici avec le voisin en arrière. Donc, évidemment, mon père disait « je suis chez nous », lui il disait « non, vous êtes chez nous ». Puis ça s'est bien terminé parce qu'il est embarqué dans le projet, donc Franck Furtado. Donc, d'une chicane est venu de l'amour. Et puis, oui, ça l'a intrigué, puis il est embarqué dans le projet, Wow. qui était à l'époque gérant d'artiste, en fait, Franck Furtado, donc il gérait la carrière de Gilles Vigneault. C'est Oui, comme ça il que- nous en a parlé un peu, Charles-Henri, tantôt hors champ de caméra, mais Oui. ils ont vraiment expliqué plus avec la fondation. Aussi, vous avez un vin qui est une réserve de Natashquan, Exactement. avec même un don qui est reversé. En fait, c'est ça, Franck a reçu Gilles Vigneault derrière un week-end, puis il lui a dit bien, on part un vignoble, puis on cherche un nom qui fait Québec. On veut pas que ça s'appelle Château-Blanc, on veut que ça fasse Québec. Puis Gilles Vigneault a été surpris, évidemment, puis il dit laisse-moi penser. Puis le lendemain, il a écrit à Franck en lui disant vous devriez appeler ça le vignoble de l'Orpailleur. Un Orpailleur, c'est un chercheur d'art. C'est les gens qui, dans les rivières, Oui. tamisent pour trouver de l'art. Il y en avait dans le coin, puis il dit vous me faites penser à un chercheur d'art à travailler le sol pour en extraire un produit que vous allez peaufiner comme de l'art. Fait qu'évidemment, Gilles Vigneault qui donne un nom, on était en amour, on l'a gardé. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, Pierre Rodrigue ici, qui était un bon ami de Franck Furtado, qui est juriste de formation, qui s'est rejoint à l'équipe et qui nous a beaucoup aidés parce qu'on a fait avancer beaucoup la loi au OK. Québec au niveau du vin. C'est beaucoup grâce à Pierre les premières années. Donc, On a ils ont réussi. chacun leur spécificité qui est Oui. vraiment venue tirer l'entreprise Tout maintenant. à fait. Tout à fait. Fait qu'on est bien content. Puis là, il y a une deuxième génération qui s'installe. Ils ont tous des enfants qui sont impliqués dans l'entreprise. Fait qu'on est content. Ah, c'est cool. Oui. Bon. Fait qu'on va On continue. continuer vers la salle des fûts. Ah, ça sent le... Oui, on le sent tout de suite On quand sent on rentre. tantôt en goûtant justement la réserve, je sentais un peu le chêne, puis ça remplit la pièce. Là. Ah oui, c'est très aromatique. Déjà, le bois a un arôme particulier. Puis là, ensuite, on a les vins en élevage dedans qui parfument énormément. On a surtout des blancs dans nos fûts de chêne. On est spécialisé en vin blanc à l'Orpailleur, mais on fait un cabernet franc qui est élevé en fût de chêne. OK. Donc, c'est le seul rouge qu'on travaille en fût. Sinon, c'est principalement des blancs. Puis, on a des fûts de différentes origines, différents tonneliers. Nous, c'est un domaine en soi, les fûts de chêne. Fait qu'on s'amuse. Différentes origines de chêne, différents toasts, médium toast, façon de faire les fûts.
Puis ensuite, on fait nos assemblages. OK, à partir puis de là. je sais qu'il y a aussi le fait d'utiliser des barils de chêne, ça permet d'avoir une légère oxydation du vin. Bien, pas de l'oxydation, mais il y a comme un peu d'oxygène qui vient rentrer dans les parois, etc. C'est ce qui petit donne peu. un peu de goût aussi. Ça joue, c'est surtout le contact prolongé avec le bois qui vient apporter des arômes, OK. qui vient en raffiner, qui nous donne une certaine texture. Le côté vanillé qu'on retrouve dans certains vins, ben, c'est le bois qui l'apporte. Puis on fait du bâtonnage aussi qui ajoute dans l'élevage de nos produits. Donc, pendant l'élevage, on va bâtonner en fait chaque fût de chêne. Donc, on rentre le bâton ici, puis on va remettre en suspension les lits dans le fond du fût de chêne. OK. C'est pas tout le monde qui le fait. Nous, on prend plaisir à faire du bâtonnage parce que ça ajoute encore une fois une belle texture et des arômes au vin. Parce Donc, que c'est ce qu'il y a dans le fond qui a le plus d'arômes, fait que vous remélangez. on remet les levures en suspension, puis on va chercher un côté plus aromatique. Puis on le fait tous les jours pendant plusieurs semaines pour certains vins. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de travail là, Il y a sur le beaucoup fût de de chêne. travail derrière. Oui. OK, il y a de la Donc, cuve ici. On Là. avait quelques cuves de ce côté-là, mais ça, c'est vraiment l'espace cuverie principal. OK. C'est là où on fait l'élevage de la plupart de nos vins. Donc, l'orpailleur blanc, le rosé, tout ce qui passe pas un petit moment en fût séjourne surtout en cuve. Et on a des cuves qui sont thermorégulées. On est assez contents. Donc, c'est cintré. Il y a une ceinture avec des petits conduits qui contiennent un liquide réfrigérant qui nous permettent de contrôler les températures de fermentation. OK, Donc, pour on éviter est que ça assez soit trop contents. chaud, trop froid, vous régulez le tout pour avoir comme on parlait tantôt avec Charles-Henri, de vraiment avoir le produit toujours de la même qualité, Et de une un, régularité. et quand on arrive à descendre un peu les températures de fermentation pour maintenir ça plus froid, on garde plus d'arômes dans OK. les vins que de laisser fermenter ça très, très à haute température. Parce que ce qu'on veut, c'est vraiment de goûter le raisin, finalement, de retrouver la typicité des cépages qu'on a cultivés dans nos vins. OK, c'est C'est important pour nous. vraiment... ben c'est grand, hein? C'est grand. On est assez contents. On a un deuxième espace cuverie. Donc, il y a à peu près 3 ans, on a réussi à faire un autre bâtiment où on a un deuxième espace cuverie. Donc, ça nous rajoute de la flexibilité. Combien de bouteilles à peu près par année? On fait généralement 400 000 bouteilles par année. Ce qui est Les énorme. bonnes années, oui, on est assez contents. On est vraiment contents, surtout que tout est cultivé ici. Fait qu'on est assez fiers. Puis vous avez combien d'employés à l'année si on compte pas la période des vendanges, là? On est à peu près 10 permanents. Puis en période de vendange, en fait, c'est des travailleurs saisonniers qu'on a. On Oui. travaille avec une belle équipe de travailleurs qui viennent du Mexique, qui reviennent chaque année. Donc, on connaît tous leurs noms. On est toujours heureux de les revoir. Puis ils restent pour les vendanges. Ils font les vendanges aussi avec nous. Fait on a 16 en fait Mexicains. OK. Puis est-ce que vous pensez que dans quelques années, vous allez devoir avoir besoin de faire encore d'autres changements? Je dirais on a un bon volume. C'est beaucoup de travail quand même au niveau culturel, Oui. le travail de la vigne. Et puis là, je pense qu'on atteint un niveau où on est bien équipé. De passer un petit peu au-dessus, ça demanderait des investissements, beaucoup plus de monde. Je pense qu'on a atteint notre équilibre, OK. si je peux dire. C'est important, ça. C'est important parce que tout part du raisin. Fait que c'est vraiment l'agriculture qui mène l'entreprise. Ah, cool. Donc là, je vais vous amener faire le parcours que les gens viennent faire quand ils viennent nous voir. C'est un parcours autoguidé où on a beaucoup de panneaux d'interprétation sur le site. Donc les gens les découvrent par eux-mêmes. Tout part de là et en fait, c'est notre parcelle principale. Donc c'est la première parcelle qu'on a cultivée ici à l'Orpailleur. OK. Donc on a du Vidal sur le côté. Au centre, on a du Chardonnay. Puis de l'autre côté, on a du Céval. Puis, moi, au loin, là, je vois des petites éoliennes. Là. Oui, Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi? On dirait une cheminée avec oui. un petit four. En fait, c'est des tours à vent. Donc on en a 8 à l'Orpailleur. OK. Et c'est des tours à vent qu'on utilise quand on a des épisodes de gel printanier. Donc, ça coûte un certain prix, c'est drôle à dire. On est content de les avoir, mais on est bien content quand on s'en sert pas, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. Ouais, Donc, c'est ce qui fait le plus peur, dans le fond. Ah oui, c'est des épisodes qui peuvent être très, très, très stressants, parce que généralement, c'est quand les bourgeons commencent un petit peu à apparaître et à s'ouvrir que les vignes sont le plus vulnérables, et c'est là où on peut avoir du gel printanier. Si ça gèle, on n'a pas de fruits. Donc, c'est mon beau-frère, mon père, qui surveille la météo toute la nuit. Puis quand on arrive vraiment limite, on part les tours avant et en fait, ça fait descendre l'air chaud et remonter l'air froid.
OK. Et juste ce petit mouvement d'air-là, ça permet d'aller chercher 1 à 2 degrés au sol, puis c'est tout ce que ça prend pour sauver la récolte. Ça, c'est une nouvelle technique depuis que quelques années. Ça fait un petit moment qu'on en a, nous. Je pourrais pas vous dire depuis combien de temps exactement, mais ça fait un petit moment partout dans le monde. OK. C'est assez utilisé, les tours à vent, maintenant. C'est tellement intéressant, comme tous les procédés, toute l'histoire derrière. Merci. Toute la connaissance qu'il faut, tu sais, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Là. Non, puis c'est ce que je trouve beau avec l'agriculture. On peut pas tricher. On peut pas aller plus vite que la nature. C'est On ça. peut pas aller... faut laisser le temps au temps. L'apprivoiser aussi. Oui, puis il y a quelque chose de spécial avec le vin que beaucoup de gens, je trouve, ne se rendent pas compte, c'est que du vin, on peut se pratiquer 1 fois par année. La pomme, le cidre, la bière, tu peux acheter du houblon quand tu veux. Des pommes, Ouais. tu les gardes au frigo toute l'année, tu fais du cidre quand tu veux. Nous, le raisin, quand on le récolte, il faut presser. C'est On maintenant. peut pas le garder au frigo. Fait que c'est plus long, le vin, parce que tu en fais 1 fois par année. Fait que ça aussi, ça a une valeur que je Ça trouve prend belle. vraiment des gens résilients, Ah oui, qui sont patients. ah oui. Parce Vous avez que cette vertu, comme on dit. là. C'est obligatoire là, pour être ben, on aime ce dans qu'on ce fait. métier. On aime vraiment ce qu'on fait, ça aide. Puis oui, ça prend du monde passionné. Donc, vous voyez les vignes derrière nous. On est au début de la floraison en ce moment au niveau des vignes. Et puis, on est bien content. La chaleur se pointe le bout du nez, ce qui est très bon pour nous. Moi, j'ai vu tantôt, j'ai vu les petits bourgeons, puis on voit vraiment le tout début, puis Oui, le petit côté poivré. Là, je suis allé Oui. me mettre le nez dedans. là. oui, on Je l'a voulais un le peu. sentir. On a semé de l'engrais vert l'année passée. Cette année, on plante. Donc, s'ils ne sont pas en train de planter, ils sont en train de préparer pour la OK. plantation. Mais il faut laisser le sol respirer. Il faut lui laisser du temps pour se On régénérer. préfère faire ça. Quand on OK. peut se le permettre, là, oui, oui. Puis on enlève des roches. Ici, on a de la roche, donc on est roche. C'est ça, on prépare la parcelle. Puis il y avait la mer autour, puis Exactement. c'était vraiment une plage ici. Là. Exactement. C'est pour ça que c'est très sablonneux, très rocailleux. Ça peut sembler drôle comme terrain, mais c'est parfait pour la vigne. Parce qu'il faut qu'elle respire. La vigne se Au niveau de l'eau. complaît dans des terrains secs. Fait que ça, elle adore ça parce que ses racines plongent plus profondément dans la terre pour aller chercher tout ce dont elle a besoin. Donc, OK. la vigne est très heureuse dans des terrains comme ça, puis ça se draine bien. Quand c'est des terrains qui retiennent l'eau, généralement, c'est pas très bon pour la vigne. C'est pour ça qu'on voit souvent des vignobles qui sont comme en montagne, puis tu sais, dans des grands versants, pour vraiment qu'il y ait le moins d'eau possible puisqu'il y a un écoulement. Tout à fait, puis des terrains secs qui se OK. drainent bien. Tout à fait. Vous avez un restaurant aussi? On a un restaurant saisonnier, tout à fait, le Tire-Bouchon. On est très concept. qui est ouvert de juin à octobre, donc pendant la haute saison. Qu'est-ce que les gens peuvent manger dans ce restaurant-là? C'est quel type? C'est vraiment une cuisine champêtre qu'on a. Oh. Donc, beaucoup de produits locaux, un peu style bistrot. OK. Bistrot français. Sûr Ah, on qu'on- retrouve les origines de Oui, votre père. Mais la cuisine bistrot française est tellement bonne. ben oui. Ça se marie bien avec un verre de vin, justement. Exactement, ça fait des beaux accords. Mais sans mauvais jeu de mots, il faut venir pendant les vendanges parce que le vignoble est en effervescence. Vraiment, là, on voit les travailleurs qui ramassent les raisins, le pressoir fonctionne, vous pouvez goûter le raisin, c'est vraiment le fun, une belle période. Ben merci de nous avoir fait le tour. C'est tellement beau puis accueillant. Merci beaucoup, on est tellement contents que vous soyez là. J'apprécie beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Nous voici à l'atelier cuisine avec Danny, le chef Danny. Bonjour! Qu'est-ce que tu nous cuisines aujourd'hui? Aujourd'hui, un bon risotto aux asperges avec truffe noire, accompagné du vin de l'orpailleur. Ah oui, ici on a le vin qu'on discutait tantôt, qui est une cuvée petit clin d'œil à M. Gilles Vigneault. Donc pour la région de Natashquan, avec un petit don de 2 $ qui est reversé à la Fondation Gilles Vigneault. Très bon, qui est en fou de chêne. Foudre de chêne, pardon. Oui. On a un goût de boisé, là, un petit bois, mais pas trop, c'est très léger. C'est un vin qui est très beurré. Oui. C'est pour ça que je l'ai choisi pour avec le risotto. Un risotto contient beaucoup de beurre. Alors, quoi de mieux qu'un bon vin? Une belle acidité pour couper le gras du beurre. En plus de ça, on a le goût beurré avec le petit côté de bois. Là. Excellent. Donc, je te laisse commencer. Oui. Alors moi, pendant que toi, tu visitais les fûts, Oui. moi, j'ai fait de la mise en place, de la préparation d'ingrédients. Alors ici, j'ai simplement une échalote française que j'ai ciselée Oui. avec 2 gousses d'ail. Des gousses d'ail très hachées finement. OK. OK? Ce qu'il faut savoir à la maison, pas oublier, comme toutes les autres recettes, sur nos réseaux sociaux, vous allez avoir le carrousel des quantités et de comment fonctionne la recette pour avoir le plat idéal
pour épater la galerie. Dans ma casserole, j'ai simplement mis 2 belles grosses noisettes de beurre. OK. OK? On porte à ébullition. Bien, ébullition, on veut faire que le beurre soit tout fondu et qu'il frémisse. Il faut que le beurre, il chante. OK. Fait qu'on va l'entendre mousser. Un beau petit champ de beurre. Exactement. Je savais pas que ça existait, mais on va dire que c'est ça que ça donne. Exact. Écoutez, Ah, c'est ça le chant du beurre que tu c'est dis. de la belle musique. Le petit crépitement, là. Alors, quand que le beurre il chante, on vient mettre l'ail et l'échalote française Parfait. et on vient remuer. On ne veut pas donner de coloration, c'est important. C'est un risotto que je veux le garder blanc. OK. Je veux que les asperges viennent contraster le riz. Puis je veux que la truffe noire aussi, le côté noir, vienne faire des marques. Fait que si tout est foncé dans mon riz, ça va faire un riz qui ne sera pas propre, ça ne sera pas beau. OK, Pas que ça visuellement. sera pas bon, ça- mais visuellement, il sera moins beau. Alors, on vient simplement le faire suer, qu'on appelle. Et là, on laisse suer 1 minute, 2 minutes, le temps que l'oignon soit ramolli. Si à la maison, vous voyez que ça commence à changer de couleur, ne stressez pas, faites juste retirer votre casserole du feu, laissez refroidir un petit peu et remettez-la. Pendant ce temps, oh, et voilà. Merci. Hey, salut. Maintenant, tout mon oignon ici est tout, elle a sué, Oui. est un petit peu compoté. Je viens mettre le riz qu'on va nacrer. Parfait. Alors, nacrer, c'est l'enrober du beurre et de le faire rôtir un petit peu. Par la suite, on va venir déglacer avec 500 ml de vin blanc. Qu'on avait mis de côté pour être sûr de ne pas tout boire, dans le fond. Exactement. Et là, le risotto est parti. C'est le moment le plus crucial qu'il n'y a pas. OK. Il faut toujours laisser réduire et rajouter du bouillon qui est déjà chaud. Alors, je fais chauffer mon bouillon d'avance. Par la suite, je viens juste mouiller graduellement quand que mon riz va faire la vague, un peu comme Moïse. OK. Quand il sépare les 2 océans, C'est ben, ça quand, que ça fait. quand ça fait ça dans mon riz, je vais vous montrer, c'est là qu'on vient mettre une louche. Est-ce que tu as pris un bouillon spécial? C'est quel type de bouillon qu'on a ici? De l'UZ. Donc, celui que je vois la ici. marque Maison de Métro. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas salé. Fait que ça nous permet d'ajuster notre sel en conséquence. Là, ici, j'ai mis du beurre salé. Je vais mettre du parmesan qui est salé. OK. Le vin apporte l'acidité, le petit côté gras. Puis mon bouillon ici, j'ai simplement mis une petite pincée de sel, pas plus. On va rectifier l'assaisonnement à la fin. OK? Parfait. On veut vraiment le réduire jusqu'à sec pour donner le maximum de saveur. Le riz, en ce moment, est en train de tout absorber. C'est ça le but du risotto, c'est de prendre Oui. tout le jus que tu C'est lui de prendre donnes. son temps. C'est de donner beaucoup d'amour au riz. OK. Donc, un petit côté croquant sans l'être trop. Faut pas que ça fonde soit en croquant. bouche. Il faut juste qu'on sente une légère texture, comme quand on écrase un petit raisin. Oui, oui, oui. OK. Je comprends. On aurait pu prendre un bouillon de légumes, un bouillon de volaille, un bouillon de bœuf. Ici, c'est un bouillon de volaille. Ça, c'est-tu parce que c'est un choix personnel? Ça donne beaucoup plus de goût. OK. Mais à la maison, si vous avez un bouillon de légumes, prenez-le. Faites-le maison, c'est encore meilleur. Fait que ici, on va être prêt à ajouter une louche de bouillon. Regardez ici, la vague. On sépare le riz, ça fait une séparation, puis ça revient, c'est parfait. On vient mettre une louche de bouillon. Juste une louche, pas plus. Oui, on cuit graduellement. On ajoute toujours graduellement. On ne met pas un risotto, on ne met pas tout d'un coup. On vient développer en faisant ça, on développe l'amidon. Fait que le riz, il y a du riz arborio en passant. Il y a du riz carnaroli. Carnaroli, c'est un des meilleurs riz à risotto. OK. Sinon, il y a le riz arborio aussi qu'on vend en magasin. Plus facile, plus accessible aussi pour tout le monde. En mouillant comme ça graduellement, on vient créer un choc. Fait que le riz développe beaucoup plus d'amidon. C'est ce qui va rendre notre risotto très, très crémeux. Ah, OK. Aussi, pendant que le riz cuit, je vais vous montrer ici, j'ai blanchi des asperges. OK. Fait que j'ai coupé mes asperges en tronçons. Je les ai blanchis dans une eau salée seulement. Fait que mon eau à ébullition, quand elle bouillait, j'ai déposé dedans mes asperges, 2 minutes maximum. Je les ai retirées et plongées dans un bain d'eau glacée pour OK. faire un choc thermique pour garder la belle couleur verte. Par la suite, j'ai réservé, égoutté puis réservé. Fait Parfait. on peut faire ça d'avance, on sauve du temps.
En plus, aujourd'hui, on cuisine vraiment dans un cadre idyllique. On a vraiment une grande chance aujourd'hui. Hein? Oui. On a été tellement bien accueillis. C'est notre dernière cuisine pour notre dernier épisode de la saison. On en discutait hein, pour une saison 2. Puis moi, quand je regarde ça, quand je vois ce qu'on est capable de faire, quand je vois tout l'amour que les producteurs ont à expliquer leur histoire puis leurs produits, je me dis, on ne peut pas faire mieux qu'une saison 2. On n'a pas le choix. On va vraiment aller vers vous, nos clients, ceux qui nous écoutent, pour voir qu'est-ce que vous voulez découvrir. Parce que je vous le dis, on va faire une saison 2, puis on va essayer vraiment de focusser ce que vous voulez et non ce que nous, on a décidé. Pourrais-tu expliquer aux clients la façon que ça va se passer au magasin? Là, on rentre au magasin. Oui, c'est plein vrai. d'idées, plein de ressources, plein de projets. Oui. Mais comment que le client au magasin va pouvoir bénéficier de toutes ces connaissances-là que nous, on veut leur partager? Fait que vous allez retrouver en magasin, en entrant, directement en rentrant, des étalages qui sont faits pour mettre de l'avant le producteur, ses produits, avec des prix qui sont plus que compétitifs, avec toute la gamme possible qu'on peut retrouver en épicerie de leurs produits, et en plus, les petites capsules qu'on a filmées exprès pour vous en boucle pour que vous puissiez le voir en magasin, le vivre avec le produit à côté de vous. On va avoir des prix maison, les prix famille de même, si je me trompe pas. Oui, des prix compétitifs là, qu'on ne retrouvera pas ailleurs, là, vraiment exprès parce qu'on veut qu'il soit découvert. Puis on veut que le client puisse apprécier le produit et découvrir en même temps c'est qui l'a fait, ce produit-là. Il vient d'où, ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, puis les autres semaines, les autres journées de tournage, vraiment, là, on a découvert des choses, là, on a découvert des passionnés qu'on aurait pu parler pendant des heures. On a parlé pendant des heures. On ne peut pas tout mettre sur les vidéos, ça c'est sûr, là, c'était tellement long. Mais on a raccourci ça vraiment à ce qui est le plus important. Mais on a eu tellement des belles discussions, de vives discussions. C'est des gens là, merveilleux, passionnés, tout du bon monde, puis des bons vivants. Je les remercie encore une fois, tous, sans exception. On a une équipe à la production que vous ne voyez pas, là, qui tiennent nos caméras, qui sont en train de me filmer le visage, qui bougent partout, puis qui se donnent corps et âme. On remercie Florent, mon frère, qui était derrière ce grand projet. Marie-Ève à la caméra, qui vraiment veut pas qu'on la filme, là, mais... Si j'aurais un miroir. Oui, on pourrait... mais Marie-Ève qui a donné vraiment beaucoup de son temps et son énergie à ce que tout ça réussisse avec tout son matériel. Merci. Il y a un côté crémeux déjà qu'on voit dans la casserole. Là. Ah et oui. là, je vois plus rien. Là. Non. Mais... Regardez. Il n'y a pas de crème dans un risotto, là. C'est simplement l'amidon. Là, on y arrive. Là. On achève. C'est ça. Alors ici, si tu veux t'approcher, Marie-Ève, vous voyez le risotto, le riz est cuit. Il est parfait, il est al dente. Ça fait la vague ici. On va rajouter, là je ferme le feu. OK? Ouais. On va rajouter le beurre. Okay. Là, on a beaucoup de noix de beurre. Plus de beurre, mieux que c'est. On aime ça, le beurre. Du parmesan. En gros, on veut juste pas que ça rebouille. OK. Parce que là, on a mis le fromage et le beurre, on veut juste le laisser fondre. Ça, j'aime ça, le côté crémeux qui coule dans l'assiette. OK. Pour arriver à ça, là, on a mis du beurre, ça l'aide. Mais on a mis du fromage, puis souvent, le fromage va figer, puis ça va faire une texture plus pudding ou riz solide, OK? Alors, pour aider, à la fin, je viens d'étendre tout le temps avec une petite louche de bouillon. Supplémentaire. Exactement. Puis je viens mélanger. Par la suite, je vais juste venir mettre mes asperges pour le réchauffer. Et on fait attention pour ne pas briser les asperges, parce qu'ils sont déjà cuits. Alors, je vais venir verser ici. Ça, c'est le fameux geste pour voir si c'est bien coulant. On voit qu'il... Là, ici, j'ai un petit citron. Je vais juste mettre le zeste, un petit côté fraîcheur. OK. Ça, c'est ton petit truc.
On a la chance d'avoir de la truffe au magasin, d'ailleurs, dans la section de l'huile. Oui. On a de la truffe qui est truffe confite 18-30, entière, là. truffe noire, comme ça ici. Je vais juste venir en prendre quelques-unes et les hacher en lamelles. À la maison, si vous n'avez pas, c'est pas grave, un petit filet d'huile de truffe, là, une huile, OK. même la marque Irrésistible, je pense qu'ils en font de la belle. Oui. Tu sais, on aurait pu mettre des champignons à la place des asperges qu'on Quel vient type de juste griller. champignons? Comme Peu des importe, chanterelles? sauvages, de Paris, tout ce que vous aimez. On peut rajouter, rappeler le parmesan. Quelques petits flocons. Des pétales, oui. Alors, ici, c'est le risotto à la truffe et aux asperges. Ça a l'air tellement bon. J'ai hâte d'y goûter. Oui, mais aussi, il faut faire goûter les propriétaires. Oui, oui. On Fait s'est que- promis de nourrir ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui à leur payeur. Je pense qu'on va se laisser là. On va se rejoindre pour la dégustation. Oui, on va aller en bas pour pouvoir faire déguster tout le monde Exact. et l'équipe. À tout à l'heure. Donc, cette petite dégustation-là, comment vous trouvez ça? C'est beau. Oui? Ça goûte le Vous le natachois? goûtez? Bon, ben, Danny, ça a l'air que Je tu pense que cuisines c'est bien. réussi. Je vais te garder. L'asperge est parfaite. Le parmesan, il a rajouté vraiment un truc en plus. Ouais. À la fin, ben, vous allez retrouver la recette sur nos réseaux. Fait qu'il va y avoir un carrousel avec toutes les étapes Ouais, puis les produits les qu'on a. ingrédients. Ben, merci à vous. Merci à vous. Ben oui, ils sont tous ici. Déjà la fourchette. C'est terminé. Terminé pour la journée, terminé pour la saison. Malheureusement, mais toute bonne chose a une fin. On va aller servir nos clients, s'occuper d'eux un peu quand même. On ne peut pas juste sillonner les routes du Québec. On a vu du bon monde aujourd'hui. Tout au long de notre semaine, on a vu des gens d'expérience, des gens de qualité, des bons vivants. On va aller vous présenter tous leurs produits en magasin. Alors à bientôt pour une saison 2.